productive, intéressante si possible. Merci donc d'être là. Merci d'avoir été d'ailleurs très présent à la fois dans les salles de réunion mais également dans les sessions bilatérales. Quelqu'un me disait tout à l'heure que nous avons passé ici 2 journées complètes, mais que, en tout cas, cette personne avait l'impression d'être ici depuis 2 mois, ce qui prouve la richesse, entre guillemets, des conversations et des échanges, et également, je crois, l'importance du contenu et du sujet dont nous parlons ici, et l'importance de cela également pour nos activités futures. Donc j'espère que nous aurons effectivement la possibilité à terme de traduire en action tout ce qui aura pu être dit ici. L'ordre du jour pour cette dernière heure prévoit plusieurs orateurs qui sont à la fois ici en leur capacité personnelle, mais également en tant que représentants de toute une série de parties prenantes, diverses et variées, depuis des organisations humanitaires, des gouvernements, des institutions internationales, des acteurs du développement, des agences de l'ONU notamment. J'ai le plaisir d'avoir avec moi ici donc des personnalités de grande valeur. Vous avez reçu d'ailleurs, j'ai oublié de dire, le projet de texte. Nous avons en représentation donc des gouvernements, Monsieur le ministre ici, représentant donc la Somalie. Nous avons Jean-Louis De Brouwer, représentant la DG ECHO. Nous avons, donc j'ai dit Dominique Bourgeon de la FAO, Andreas Proch également, de la GIZ et donc justement, oui, j'avais oublié de le mentionner, pardon, Monsieur Bourgeon de la FAO. Le point de départ de cet événement il y a 2 jours consistait à dire que la protection sociale est un droit fondamental qui est clé pour aider à la fois les individus et les communautés à faire face aux risques, à mitiger ou atténuer les risques, à mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques, à protéger leur vie et les activités qui les font vivre et qui permet également d'aider les populations déplacées et fragilisées. Il est clair que ces 2 journées nous ont montré qu'il faut évidemment que certaines conditions soient en place pour que tout cela fonctionne. D'abord, il faut mettre l'accent dans la programmation des systèmes de protection sociale sur ces populations-là, pour ne pas nous retrouver avec des systèmes qui seront, entre guillemets, dans l'incapacité d'être utiles pour toutes les populations. Ensuite, les interventions en matière de protection sociale doivent être crédibles. Plusieurs orateurs, Chris notamment, Porter, qui a pris la parole le premier jour, nous a rappelé que certaines interventions ressemblent à de la protection sociale, mais n'en sont pas. Et pour que la protection sociale soit digne de ce nom, elle doit être capable de résister au choc elle-même, d'assurer ou d'aider, de contribuer à la résilience. Et la protection sociale doit également avoir ou être accompagnée de stratégies de financement à long terme. Nous avons vu ces 2 dernières journées beaucoup d'exemples intéressants de pratiques en matière de protection sociale, beaucoup d'intervenants qui travaillent à différents niveaux et dans différents pays notamment nous ont montré qu'il est possible d'avancer sur la voie d'une vraie protection sociale au niveau national et d'arriver à mettre en place des systèmes dignes de ce nom. Nous avons vu également que beaucoup d'outils sont utilisés, notamment dans le cadre des activités humanitaires, des outils d'information, des outils qui permettent de payer de manière innovante, des outils qui
servent parfois de plateforme à la construction d'un système national de protection sociale. Ces outils et ces instruments existent donc. Et ce groupe que nous composons ici a essayé pendant ces dernières 48 heures de mettre l'accent sur certains contextes. Et nous avons pu montrer que, évidemment, le contexte est important, mais quel que soit le contexte, il est possible d'innover et il est possible de mettre en œuvre des projets, des initiatives qui ont un impact positif pour les populations visées. Et nous le faisons au quotidien. Vous avez tous reçu le texte, le brouillon de texte. Ce texte met en avant certaines choses qui me paraissent importantes. Tout d'abord, il réaffirme le fait que la protection sociale soit le pont entre l'humanitaire et une vision à plus long terme de l'humanitaire et du développement. Et il faut que ce pont soit établi entre les réactions entre guillemets humanitaires à court terme et la mise en œuvre de systèmes à long terme. À cela s'ajoute la nécessité d'aller vers une approche inclusive et basée sur les droits. Troisième point, la reconnaissance et un accord, je crois, qui existe dans la salle pour dire que les actions qui sont menées par le gouvernement pour arriver à mettre en place davantage de sécurité au niveau social doivent être soutenues. Ensuite, nous insistons également, je crois, dans le texte sur le fait que l'assistance humanitaire peut être considérée comme une sorte de fenêtre de tir qui permet ensuite de déclencher un système de protection sociale à plus long terme. Et enfin, nous concluons dans le texte qu'il est possible de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes rentables, entre guillemets, donc finançables et abordables également, mais également efficaces. Et cela même lorsque nous faisons face parfois à des situations extrêmes de déplacement. Je crois que le document de conclusion met également en évidence certains aspects et certains principes importants. Tout d'abord, la nécessité de construire sur base des structures, entre guillemets, de réaction aux situations d'urgence pour mettre en place les premiers éléments d'une vraie protection sociale. Donc il est possible d'agir aujourd'hui, alors que parfois nous sommes en crise, pour créer quelque chose qui durera. Ensuite, il est important, et nous le disons là, d'être capable de mettre en place des systèmes qui seront informés des risques et capables d'y faire face. Nous insistons également sur les liens à établir entre les acteurs de l'humanitaire et du développement et les processus, et aligner également ces efforts avec d'autres initiatives, comme par exemple les systèmes de sécurité sociale qui peuvent être en place dans certains pays et la coordination de ces différents systèmes entre eux. Quatrième point, il est important de développer la résilience à la fois des systèmes nationaux et des populations nationales et de le faire de manière inclusive. Et enfin, il est absolument fondamental de soutenir le caractère, entre guillemets, réellement national de ces systèmes qui doivent appartenir aux pays qui les mettent en œuvre, en mettant l'accent sur l'alignement de ces programmes avec d'autres programmes qui existent au niveau national, y compris les services divers et variés qu'un État peut prester, et la pérennité de ces systèmes est également clé. Nous allons donc pouvoir évidemment répondre ou réagir au texte qui nous a été présenté. La question que nous nous posons maintenant, c'est que faisons-nous lorsque nous quitterons cette salle? Nous avons, je crois, passé 48 heures intéressantes en termes de contenu. Nous avons rencontré des gens, des collègues, des amis, je crois. Nous rentrons maintenant chez nous. Et que faisons-nous? Soit rien. Je ne crois pas que ce soit ce que nous voudrions. Et je crois qu'il faut que l'engagement, entre guillemets, intellectuel qui règne ici soit traduit par une action sur le terrain. Je l'espère en tout cas. Et j'aimerais donc
poser cette question aux membres du panel qui sont là. Que faisons-nous maintenant? Et j'aimerais leur demander rapidement, brièvement, de nous expliquer quelles sont les perspectives qui sont les vôtres maintenant par rapport à l'avenir. Citez-nous, s'il vous plaît, un ou deux messages clés ou actions clés qui vous paraissent fondamentales quant à ce que nous pourrions faire à l'avenir. Je vais commencer par vous, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Oui, c'est la dernière session. Me revoici donc face à vous. Et c'est vrai que ces 2 journées sont assez courtes, mais j'ai l'impression, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir été ici 2 mois. Et nous avons beaucoup parlé, c'est vrai, d'instruments de protection sociale. Je crois qu'il est important de rappeler à tous ici que la protection sociale est un moyen qui permet non seulement d'apporter assistance, mais également espoir aux populations et de permettre à ces populations de gérer et de faire face aux conséquences de certaines crises. Comme je l'ai déjà dit hier, lors du panel sur la Somalie, pendant la crise et en cas de problème médical, nous ne pouvons que régler, je dirais, les situations d'urgence, l'immédiat. Mais nous devons, malgré tout, comprendre qu'après la crise, d'autres réactions sont nécessaires pour faire face à la nécessaire construction ou la reconstruction d'une société, d'un pays et de son avenir. J'ai eu l'occasion donc d'être ici et de parler avec beaucoup d'entre vous pendant les pauses, pendant les repas, avec d'autres collègues, d'autres gouvernements, avec des représentants d'ONG. Quelles seraient donc mes recommandations, je dirais, à mes collègues représentant leurs gouvernements respectifs que, en cas de fragilité et de déplacement forcé, il nous faut certainement essayer d'agir sur base de certains principes. Premier principe, une relation forte entre les gouvernements et les bailleurs. Cette relation est clé, elle doit être forte, elle doit être mutuellement supportive, entre guillemets. Et j'espère, je crois, que cet engagement a été mentionné ici pendant ces 2 journées. Et ce partenariat est absolument fondamental. Et ce partenariat implique d'agir de manière coordonnée entre donc, les gouvernements, les bailleurs, mais également les communautés hôtes, les gouvernements régionaux, voire locaux, et l'ensemble des partenaires du développement. Ceci est particulièrement important et vrai, notamment parce que, comme nous l'avons entendu ici, la plupart donc, des causes qui donnent lieu à des crises sont souvent récurrentes et il faut donc pouvoir les traiter. Ensuite, il faut, deuxième principe, penser aux objectifs, à des objectifs à long terme. Nous avons entendu parler ici de l'importance que les systèmes de protection sociale peuvent avoir pour faire face aux chocs et aux urgences, mais cette protection sociale, effectivement, peut être le pont vers la réalisation d'objectifs de développement à long terme. Troisième aspect, ou principe, il faut donner, je dirais, la priorité aux programmes, et notamment aux programmes qui peuvent donc être étendus dans leur ampleur. Et quand je dis programme, je les oppose à ce que j'appellerais des projets ou des interventions de petite taille, qui n'ont souvent qu'un avenir assez limité. Ensuite, quatrième point, il faut mettre en place des systèmes de gestion financière souples, flexibles, à la fois au niveau des gouvernements et des bailleurs, pour pouvoir faire face à ces crises, à ces chocs, de manière opportune et efficace. Et lorsque nous regardons nos budgets, je crois que
on ne peut pas, entre guillemets, simplement avoir dans nos budgets un poste budgétaire disant, voilà, argent consacré aux catastrophes si elles devaient un jour arriver. Non, il faut être capable de faire face de manière souple, flexible, avec les budgets dont nous disposons à ces crises. Et ensuite, je crois qu'il faut également, quand on parle notamment de populations déplacées, il faut mettre en œuvre les réformes nécessaires pour que les communautés d'accueil et les réfugiés bénéficient du soutien dont elles ont besoin. J'espère qu'avec cette conférence, nous allons pouvoir avancer sur cette voie. Quand je pense à la Somalie et à notre situation, nous n'avons pas de réfugiés, mais nous avons beaucoup de déplacés internes. Mogadiscio, la capitale, si vous connaissez la ville, vous saurez que voilà, nous avons des populations déplacées internes un peu partout à Mogadiscio. Et nous ne sommes pas face, donc, entre guillemets, à des situations comme on a pu les entendre ici ou les décrire ici, de réfugiés issus d'autres pays. Mais les problèmes sont tout aussi graves lorsque vous êtes donc confrontés, comme nous, à des déplacements de population internes. Pour mettre en place un véritable système de protection sociale digne de ce nom en Somalie, il faudra, c'est important, que nous tenions compte également des traditions, des mécanismes de solidarité, y compris les transferts de fonds issus de la diaspora. Et il faudra tenir compte également de la nécessité d'investir dans les services sociaux de base et dans la création d'opportunités. En tant que gouvernement, notre engagement est très clair. Et nous avons un pilier qui a été clairement mis en place et qui a pour objectif de lutter pour le développement social avec un comité qui est chargé de réfléchir à toutes ces questions-là. Nous sommes donc engagés en Somalie. Je crois que c'est également le cas dans d'autres pays qui, comme la Somalie, font face à une vraie instabilité et une vraie insécurité. L'insécurité donne lieu à l'instabilité, et l'instabilité donne lieu à l'instabilité politique. Je crois que si nous pouvons lutter contre l'insécurité et l'instabilité, eh bien nous pourrons certainement régler beaucoup de nos problèmes. La coordination entre les partenaires de développement et une approche harmonisée est également nécessaire pour mettre en place un vrai système de sécurité sociale et de protection sociale chez nous en Somalie. Le gouvernement à nouveau s'est engagé dans cette voie. En tant que gouvernement, nous souhaitons, comme j'ai dit, nous baser sur les systèmes préexistants, informels, les mécanismes de solidarité qui existent déjà dans la population somalienne. Pour ce faire, nous devons bénéficier de l'appui de bailleurs et d'experts en développement. Si les bailleurs ne nous soutiennent pas, je crois que, tout le monde le sait très bien, nous ne serons pas capables par nous-mêmes de construire un vrai système de protection sociale. Tout cela prendra évidemment du temps et tout doit être ici compris comme un processus qui prendra, à mon avis, entre 10 et 15 ans. Pour pouvoir mener à bien ce processus, il faut que tous les parties prenantes, y compris les bailleurs de fonds, la société civile, le secteur privé, que tous ces acteurs puissent travailler ensemble et s'engagent à long terme. Nous pouvons donc conclure qu'il est évidemment fondamental pour nous de créer ces compétences et cette capacité à travailler ensemble au niveau fédéral, mais également dans les régions et les États fédérés de Somalie. Et c'est vrai que depuis 20 ans, pendant 20 ans, nous avons vécu une situation de guerre civile. Tous les systèmes qui existaient se sont écroulés. Nous en sortons maintenant, enfin, et je crois qu'il faut éviter de commettre les erreurs que nous avons pu justement commettre en 2011 et nous orienter vers
un système qui, j'en suis convaincu, pourra se développer parce que les bailleurs, je l'espère, sont là, le gouvernement a la volonté, la population est avec nous et je crois que tous les éléments sont réunis pour concrétiser cet engagement qui est le nôtre. Et je suis heureuse d'ailleurs de pouvoir participer à tout cela. J'espère que nous serons capables de réaliser tout cela pour la population somalienne. Et comme on le dit chez nous, eh bien, l'avenir commence demain. Merci beaucoup. Madame la ministre, merci beaucoup pour cette excellente conclusion. Et c'est vrai que en cuisine, voilà, vous allez, entre guillemets, vous avez beaucoup d'ingrédients à cuisiner pour que le plat, entre guillemets, ait du goût, mais je crois que vous êtes une excellente cuisinière et que vous arriverez à donc mettre en place ce système, ce vrai système de protection sociale. Et vous l'avez dit, les objectifs à long terme sont clés. Vous avez insisté également sur l'instabilité et la stabilité et sur le fait que ceci est un processus. Effectivement, nous devons également tous intervenir pour renforcer les capacités qui existent déjà chez vous et les développer davantage. Je vais donc me tourner maintenant vers la deuxième oratrice. Certains d'entre nous voilà, se sont réunis avant de venir ici. J'ai noté en tant que représentant d'un groupe d'ONG plusieurs initiatives intéressantes ou plusieurs principes qui me semblent intéressants et des leçons à tirer. Comme Léla l'a dit, nous devons passer, entre guillemets, de la théorie à la pratique. Et pour nous, en tant qu'ONG, je suppose qu'il y a des choses qui sont très très claires. D'abord, nous sommes bien positionnés et il faut absolument travailler sur ces éléments de preuve dont nous avons parlé et sur toutes ces questions qui ont été soulevées ici, en continuant donc à faire le travail que nous réalisons déjà depuis longtemps. Certains ont parlé déjà aujourd'hui de la manière dont on doit avancer. Je crois que nous devons dès aujourd'hui commencer à construire ces systèmes au niveau national. Il y a des opportunités qui existent et je crois qu'il ne faut pas attendre d'autres crises pour agir. Il y a des crises évidemment déjà aujourd'hui malheureusement, mais nous devons trouver ces points d'entrée qui sont là dans certains pays et qui doivent nous permettre d'avancer et de construire ensuite construire sur construire sur base de ce que nous avons et essayer de voir ensuite comment nous pouvons apprendre de ces exercices, entre guillemets, de construction pour aller plus loin ailleurs. Et tout cela, c'est aussi une question de transition. Comment faire la transition entre l'humanitaire et le développement à long terme? À nouveau, je crois que nous avons toutes les capacités pour ce faire. Nous avons une forte expérience, un passé réel avec des compétences multiples, des mandats très différents. Je crois que nous sommes capables de tirer profit de cette expérience. Et puis, je suis ici en représentation de la société civile. J'ai donc la possibilité de faire des revendications. Après tout, c'est mon rôle. Donc, quelques revendications, quelques demandes. D'abord, il nous faut des financements bien conçus. Le financement doit être en place chaque année. Nous voyons que, faute de financement, la capacité des ONG à agir est limitée. Et nous devons également avoir, je crois, réfléchir à un modèle de financement plus mondial, plus global, avec des fonds peut-être prépositionnés qui pourront être utilisés pour réagir rapidement et mettre en place un système de filet de sécurité lorsque ce sera nécessaire. Et puis il faut aussi, c'est vrai que les ONG doivent évoluer vers passer de l'humanitaire au développement. Beaucoup de ce que nous faisons est basé sur des réponses humanitaires et sur des ONG qui interviennent sur le terrain. Il faut utiliser cela. Il faut en profiter. Et il est clair que
on a vu dans certains contextes assez spécifiques que nous sommes capables de passer de l'humanitaire au développement. Et puis, il faut tester les ONG. Les ONG sont agiles, elles sont plus petites, elles sont plus réactives, elles sont capables de répondre rapidement, peut-être, à certaines situations. Donc, essayons d'identifier ces petits points d'entrée dont je parlais tout à l'heure qui vont nous permettre peut-être de développer des succès, entre guillemets, que l'on pourra ensuite dupliquer ailleurs. Et puis, n'oublions pas, évidemment, cette connexion qui est la nôtre avec la société, en général la société civile en particulier. Les ONG ont un rôle à jouer et peuvent communiquer directement avec la société civile, et c'est aussi quelque chose dont il faut se servir davantage. Et puis, je termine par la collaboration. À l'avenir, nous sommes des ONG qui fournissent des services. Nous essayons donc de travailler ensemble davantage, de collaborer. Nous avons d'ailleurs ce qu'on appelle la plateforme de prestation de services collaborative et nous devons continuer à agir en ce sens et à évoluer vers davantage de collaboration dans la prestation de services, dans la mise en œuvre d'outils, dans le monitoring également. 2 derniers points pour terminer. Il faut donc construire sur base de ce qui existe déjà. Donc je vous dirais, c'est vrai, le secteur informel existe, comme Madame la Ministre l'a dit. Utilisons ce qui est déjà là, ce qui est déjà préexistant et ces systèmes informels de protection sociale. Essayons de ne pas les détruire, mais plutôt de les développer. En tant qu'ONG, nous travaillons beaucoup avec les communautés, avec des groupements de microfinance, des groupements de crédit, des mutuelles de crédit et d'épargne, etc. Et nous devons absolument contribuer à travailler avec ces groupements sans justement miner leur efficacité. Et puis pour terminer, il faut peut-être entre guillemets, aborder les choses avec une perspective plus multiple. Plutôt que de ne parler que de personnes fragiles et de réfugiés, essayons de voir quels sont les petits contextes qui existent et qui sont spécifiques. Et c'est vrai que dans certains cas, il y aura une différenciation à faire. Et essayons enfin, comme d'autres l'ont déjà dit, de travailler avec des spécialistes du développement lorsque nous faisons de l'humanitaire. Je crois aussi, et je vous inviterai peut-être à identifier quelques pays dans lesquels nous pourrions commencer à travailler déjà, immédiatement, soit des pays où le gouvernement est peut-être plus attentif à ces questions que d'autres, où la population peut-être est davantage prête et enthousiaste. Donc le moment est venu d'agir et de ne plus attendre et de profiter des opportunités qui existent déjà. Et enfin, alors, ce que nous ne voulons pas voir, bien entendu, c'est l'émergence d'un dispositif de protection sociale humanitaire. Ce que nous voulons, c'est un dispositif de sécurité sociale en tant que tel, à part entière. Et c'est pour cette raison qu'il faut que le côté humanitaire puisse être développé au niveau de dispositifs d'ores et déjà existants, afin de pouvoir faire face aux différentes crises qui pourraient survenir sur le long terme. Ce que nous avons fait jusqu'à présent devrait nous permettre, en tout cas, et si nous agissons de la sorte, d'obtenir des résultats tangibles, palpables et concrets. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, vos points sont tout à fait pertinents. Il faut souligner la complémentarité et le rôle des partenaires de la société civile. Ils ne sont pas uniquement présents que pour pouvoir nous fournir des informations ou tirer des enseignements de ce qui est fait. Ils sont des partenaires à part entière et je pense que vous avez souligné l'importance de pouvoir évoluer les différents flux, les différentes typologies, les différents contextes. Et vous avez beaucoup insisté sur un dispositif de protection sociale à part entière et non pas un dispositif de protection sociale qui serait scindé en différents volets. Je pense que nous venons d'entendre ce que vous aviez à nous dire et ce que vous venez de dire ne fait qu'attester, bien entendu, que le rôle de la société civile ou joué par la société civile est extrêmement important. Alors, je voudrais à présent céder la parole à Jean-Louis qui va revenir sur certaines perspectives de la DG ECO. Merci.
Merci beaucoup. Alors, nous sommes un vendredi après-midi et je vois que la salle est encore bien remplie. Il y a deux explications possibles. Soit vous avez des vols Ryanair et vos vols ont malheureusement été annulés, soit vous êtes sincèrement intéressé à la perspective de développer un agenda commun en matière de protection sociale. Et je choisirai, si vous me le permettez, la deuxième option. Je pense que c'est pour cette raison que vous êtes encore aussi nombreux. Et contrairement à Madame la ministre, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir passé 2 mois dans cette salle. J'ai seulement passé l'après-midi d'hier et la matinée d'aujourd'hui. Et grâce aux conversations que j'ai pu avoir, grâce aux retours d'informations que j'ai reçus de votre part, j'ai été frappée par le fait que beaucoup de choses qui étaient déjà apparues à la surface de la première session hier n'ont été que confirmées, ont été renforcées et confirmées au cours de la journée d'aujourd'hui. Je vais donc me garder de les répéter, mais je vais, en ce qui me concerne, considérer comme étant acquis toute une série d'éléments qui figurent d'ailleurs dans le document que vous avez distribué il y a un peu plus d'1 heure. Je vois que l'ensemble des points sont repris ici et je voudrais féliciter non seulement les personnes présentes dans la salle, mais aussi toutes les personnes qui ont été chargées de rédiger, de compiler ce document qui est véritablement impressionnant. Je pense que vous avez effectivement réfléchi, vous avez cogité énormément que pour pouvoir nous proposer ce document. Alors, bien entendu, je prends note du point qui a été soulevé. Alors, il est vrai que nous pourrions sélectionner un certain nombre de pays et nous pourrions peut-être davantage collaborer avec eux. Et nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de s'impliquer concrètement dans le travail, de s'engager en Grèce, de s'engager en Turquie, surtout si on pense à l'avenir et au dispositif qui a été mis en place en Turquie. Nous devons voir également quelles seront les phases suivantes à emprunter en ce qui concerne l'Irak, parce que nous espérons en tout cas que ce pays va progressivement se stabiliser. Alors, il est vrai que nous ne pouvons pas toujours attendre qu'un climat parfaitement stable soit mis en œuvre. Et c'est en agissant que nous apprenons un petit peu aussi sur le tas. Mais je suis effectivement d'accord avec beaucoup de choses que nous avons entendues, que ce soit dans cette salle ou que ce soit lors d'autres contacts que nous avons eus. Alors, ceci étant dit, je pense que nous devons nous rendre grâce à nous tous et aux organisations ici présentes pour avoir assuré la pérennité et la stabilité de ce système de sécurité sociale. Et je voudrais vous remercier d'avoir parlé de toutes ces thématiques au cours de ces 2 journées, puisqu'il s'agit ici pour nous de voir comment maintenir en vie, comment maintenir la flamme, comment maintenir en vie ces différentes initiatives et dispositifs. Et il est vrai que plusieurs initiatives ont été prises. Il faut savoir que ces initiatives ne sortent pas de nulle part. D'une certaine manière, il y a beaucoup de sagesse qui se cache derrière ces initiatives et je pense que ces initiatives sont le fruit de longues discussions. Et il ne s'agit pas ici de réinventer la roue, il ne s'agit certainement pas de réimaginer des choses qui ont d'ores et déjà été faites, mais de capitaliser sur ces 2 journées de travail pour avoir peut-être une approche beaucoup plus systématisée. Et mon petit conseil, si je puis me permettre de vous donner un conseil, serait le suivant. Je crois que tous ensemble, nous devrions dresser un inventaire de ce qui a déjà été réalisé ça et là par différents réseaux d'organisations, groupes de réflexion, universités, académies et autres, afin justement de promouvoir l'agenda en matière de protection sociale dans un monde lié à l'aide humanitaire et dans un monde qui relève véritablement du 21e siècle. Puisque nous sommes en train d'avancer pour le moment, nous ne devons pas opérer un changement de paradigme. Nous sommes déjà en plein cœur de ce changement de paradigme, en tout cas en ce qui concerne le volet humanitaire. Et je voudrais mentionner un chiffre que j'ai entendu hier matin, et je vais peut-être me répéter, mais en tant que bailleur de fonds, 80% du budget ECO est dédié à des crises prolongées. Cela veut dire qu'il s'agit de crises ici qui ont duré 5 ans, voire davantage. Et Madame la ministre, j'ai bien écouté, bien entendu, ce que vous aviez à nous dire par rapport à des budgets qui devaient être conçus de façon à être sensibles à des crises éventuelles. Mais là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire là où
80% de notre budget est engagé, puisque je vous parle ici d'un engagement budgétaire par rapport à des crises de longue durée, je me demande comment nous allons pouvoir aider nos partenaires à gérer la situation qui se produit par exemple aux frontières du Bangladesh. Donc cette notion de flexibilité budgétaire, cette notion de réponse à apporter à une situation de crise est une question épineuse et cela constitue un défi pour nous, mais un défi également pour tous les autres intervenants. Et nous ne pouvons pas faire cela seuls en tant que bailleurs de fonds. Et je pense que vous l'avez dit, nous devons collaborer avec nos partenaires et nous devons agir ensemble. Et c'est indubitablement un des défis qui nous attend, puisque cela va nous permettre de voir comment nous engager dans ce programme qui nous attend à l'horizon du XXIe siècle. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement, s'engager dans ce type d'initiative? Eh bien, pour moi, cela signifie dresser tout d'abord un inventaire de toutes les connaissances, de tous les acquis qui ont déjà été engrangés à cet égard. Ensuite, une fois que ce sera fait, il s'agira de voir ce qui fait défaut. Et une fois que nous aurons comblé toutes les lacunes, eh bien, nous pourrons, le cas échéant, se dire, voilà, nous pourrions peut-être remanier ceci, nous pourrions peut-être réviser cela, et cela nous permettrait d'avoir un agenda, un programme tout à fait cohérent, à l'instar déjà de ce que nous avons fait au cours de ces 2 journées. Alors, il est vrai qu'il y a encore des lacunes à combler, je n'en disconviens pas. Peut-être s'agirait-il également, en sus de cela, d'avoir des structures beaucoup plus permanentes pour assurer un suivi par rapport à ces plateformes. Et peut-être est-ce quelque chose qu'il faut imaginer. Et il ne faut pas perdre non plus la pérennité, parce qu'il s'agit de voir le nombre d'initiatives qui meurent de leur belle mort, tout simplement parce que le long terme, la pérennisation n'a pas été prise en considération. Donc cela me semble être une excellente idée, parce que parfois quelqu'un dit il faut faire ceci ou il faut faire cela, et après 2 années, eh bien, nous nous rendons compte que ces projets, malheureusement, ne sont plus en vigueur. Donc, je crois qu'il est important d'apporter toute une série d'arguments pour assurer précisément la pérennité de ces projets, de ces initiatives. Et l'ECHO est prêt, bien entendu, et a déjà entamé une réflexion avec l'ensemble de ses partenaires sur cette thématique pour donner vie à ce programme, pour donner vie à cet agenda qui est le nôtre, et ce, bien au-delà de cette conférence. Alors, en tant que bailleur de fonds, je voudrais également confirmer ce qui a été dit par mes collègues, parce que ici, je m'exprime en tant qu'Union européenne et pas en tant que DG ECHO, parce que c'est ma définition de l'Union européenne. Donc nous n'avons pas un seul effort humanitaire qui est déployé au niveau de la DG ECHO. Nous travaillons bien entendu avec nos collègues du secteur du développement. Nous avons travaillé de concert au niveau de l'Union européenne en tant que telle pour participer à cette conférence de 2 jours, et nous avons veillé à ce qu'il y ait des représentants des différents secteurs qui soient présents. Et ce que nous voudrions faire, c'est rédiger pour nous-mêmes une note d'orientation. Une note d'orientation qui nous permettrait de voir comment gérer la protection sociale et comment promouvoir cela par le truchement de fonds en matière de développement ou en matière de flux financiers afférents au développement, et comment nous pourrions également veiller à ce que les fonds humanitaires puissent promouvoir un agenda en matière de protection sociale là où nous le jugeons opportun, et ce, bien entendu, en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires. Alors, je ne puis pas imaginer que cette note d'orientation ou que ces lignes directrices puissent être rédigées sans tenir compte de ces 2 journées de travail. Et celles et ceux d'entre vous qui pourraient s'engager dans cet exercice peuvent bien entendu le faire. Nous allons ouvrir tous les canaux de communication à ceux qui sont présents aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de votre sagesse et pouvoir ensemble élaborer cette note d'orientation ou ces lignes directrices si vous préférez. Alors, il est vrai que ceci pourrait devenir partie intégrante d'une approche européenne avec les gouvernements, les partenaires que nous connaissons, et cela nous permettrait de voir quels sont les principes qui régissent l'ensemble de nos interventions en matière de programmes ou d'agenda afférents à la protection sociale, et cela nous permettrait de passer à l'action, si je puis dire. D'autre part, je vous l'ai dit, même si c'est une démarche de l'Union européenne, c'est loin d'être une démarche complètement fermée. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je voudrais élargir cette invitation à toute personne intéressée, toute personne qui serait
intéressés et s'il y a qui que ce soit dans cette salle ou ailleurs qui soit disposé à se joindre à nous en tant que bailleurs ou en tant que partenaires éventuels ou en fait en tant que représentants de la société civile ou en tant qu'ONG, voire même en tant que gouvernement, eh bien, je pense que nous pouvons tous ensemble œuvrer à cela et je vous invite à nous rejoindre et à manifester vos intérêts en la matière, ce qui nous permettra d'avoir une déclaration de principe, touffue, étayée, qui serait un de nos fils rouges en tant que bailleurs de fonds. Donc sachez que nous sommes prêts à accueillir tout effort qui serait mené à bien de votre part afin de garantir la pérennisation de la conférence d'aujourd'hui et faire en sorte que le document que nous avons soit actualisé régulièrement, soit un document vivant, dynamique, qui puisse être enrichi en permanence et qui nous permette de mettre en œuvre cet agenda de protection sociale. Et je pense que nous devons, en tant qu'Union européenne, alimenter ce travail concret en créant ce dispositif de protection sociale dans le contexte dont nous avons discuté ici au cours de ces 2 journées. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour une déclaration limpide, une déclaration de soutien par rapport à ce qui a été réalisé au cours de ces 2 journées dans cette salle. Mais plus important encore, nous savons maintenant comment avancer et sachez que votre appel sera entendu. Vous venez de lancer un appel pour que nous ayons un document qui reprenne des approches phares, des références, des orientations, des références à des actions, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les collègues qui pourraient se joindre à vous en tant que partenaire en matière de financement, mais où que nous soyons, qui que nous soyons, sachez que nous pourrons ensemble édifier ce programme. Je vous remercie d'avoir suggéré cette idée et sans plus attendre, je voudrais céder la parole à Andreas. Merci beaucoup, Leila. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers amis. Et d'entrée de jeu, je voudrais insister sur le fait que je ne m'exprime pas ici au nom du gouvernement allemand, mais au nom de GIZ, qui est une association allemande ou une association de coopération internationale allemande. Nous sommes une organisation qui a décidé de soutenir l'organisation de cette conférence. Nous rassemblons des acteurs du développement, des acteurs gouvernementaux et autres pour aborder précisément la thématique de la fragilité, des contextes de fragilité et des contextes de déplacement forcé. Alors, je puis vous dire, Jean-Louis, que j'ai beaucoup apprécié de mon côté le document auquel vous avez fait référence, le document qui conclut ces 2 journées. Et il y a 4 points sur lesquels je voudrais m'appesantir, puisqu'il y a 4 points sur lesquels nous avons beaucoup progressé dans le cadre de notre travail. Tout d'abord, il y a l'opérationnalisation des différents engagements qui ont été pris en matière de protection sociale dans des contextes de grande fragilité. Et je pense que de mon côté, je souhaite véritablement soutenir l'engagement qui a été pris en la matière. Le deuxième point qui me semble tout aussi vital est l'accent qui a été mis sur le rôle des gouvernements qui accueillent ou qui font partie des pays d'accueil des migrants. Et je voudrais insister sur le fait que les dispositifs locaux et nationaux doivent indubitablement être renforcés et certainement pas remplacés par nous ou par ce que nous mettons en place au niveau des partenaires internationaux. Il y a bien entendu des systèmes qui doivent être initiés, qui doivent être appropriés ou que les gouvernements locaux doivent pouvoir s'approprier. Troisièmement, je pense qu'il faut tenir compte de la nécessité de privilégier d'une part l'approche sur le long terme et la réflexion stratégique d'autre part. Donc c'est vraiment l'idée de savoir ce qui va pouvoir se produire après-demain et pas uniquement cet après-midi, ce soir ou demain matin. C'est un point vital, assurer cette stratégie sur le plus long terme. Et le 4e point que je voudrais souligner a trait à un pas en avant qui a été posé en ce qui concerne ce nouveau paradigme et la nécessité de créer une passerelle entre les acteurs du développement d'une part et les acteurs du développement humanitaire d'autre part.
Ceci étant dit, Leila, vous nous avez demandé de partager avec vous toute une série d'idées que nous jugeons importantes pour la marche à suivre dans le futur ou à l'avenir. Et à cet égard, j'aurai 2 points à mentionner. Au cours de cette conférence, nous avons premièrement eu des exemples qui nous ont été présentés, qui sont prometteurs et impressionnants. L'exemple de la Jordanie, de la Turquie, l'exemple du Liban, etc. Ce sont des pays qui ont pu gérer ces crises de réfugiés et cet afflux de réfugiés dans des situations, bien entendu, de crise, dans des situations difficiles. Alors, ce sont des pays qui fonctionnent, ce sont des pays qui ont des gouvernements qui fonctionnent, ce sont des États qui fonctionnent. Et nous avons très peu parlé, me semble-t-il, de la manière dont nous réagissons dans des situations où la fragilité est accrue. Prenons l'exemple de la Syrie. La Syrie, à l'heure actuelle, est confrontée à une situation de grande fragilité, ou bien que ce soit à Mossoul en Irak. Vous le savez, Mossoul a été confrontés à une situation d'extrême fragilité et nous avons des situations extrêmement complexes à gérer dans ces pays. Si nous faisons preuve d'honnêteté intellectuelle, nous devons reconnaître que la communauté internationale et les partenaires internationaux n'ont malheureusement pas eu beaucoup à offrir dans ces circonstances, n'ont malheureusement pas pu énormément agir ou faire dans ces circonstances. C'est pour cette raison que tout ce dont nous avons entendu dire par rapport à ces pays que j'ai cités il y a quelques instants est impressionnant. Cela atteste du fait que nous devons peut-être davantage réfléchir à la façon de gérer ces situations, être plus créatifs et faire fonctionner davantage nos neurones pour voir comment gérer ces situations dans des pays qui en ont désespérément besoin. Ça, c'était pour le premier point. Mon deuxième point est le suivant. Je pense que la contribution des acteurs du secteur humanitaire ou la contribution de nos acteurs du secteur du développement ou de la gouvernance à l'échelon national, eh bien, je pense que leurs interventions, leurs actions sont extrêmement impressionnantes. Les ressources, les moyens dégagés ne seront malheureusement pas suffisants que pour résoudre la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Pour ce faire, nous avons besoin de partenaires qui soient robustes et solides. Et je pense qu'à l'échelon national ou qu'à l'échelon du secteur privé national, nous devons probablement intervenir ou nous devons nous poser la question de ce qui pourrait être fait afin de permettre un accès immédiat au marché du travail pour l'ensemble des réfugiés. Comment, par exemple, proposer des permis de travail ou émettre massivement des permis de travail à l'attention des réfugiés. Comment leur permettre d'avoir accès au système bancaire, qu'il soit national ou international. Comment leur permettre de contracter des assurances. Nous avons notamment évoqué ce dispositif d'assurance qui pourrait être mis en place. Alors, nous savons que cela représente beaucoup d'argent, mais nous savons également en sus de cela qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises en la matière. Et pour ce faire, je voudrais inviter le secteur privé à se joindre à nous rejoindre. Je voudrais inviter les experts également à se joindre à nous et leur permettre de participer à nos côtés, car j'en suis certain, nous aurons besoin de leur aide, besoin de leurs interventions. Merci beaucoup pour votre appui et pour cette aide qui a été la vôtre ces 2 dernières journées. Merci aussi d'avoir insisté sur le rôle central que jouent les pays et leurs systèmes locaux et nationaux, également à long terme. Et puis, merci beaucoup notamment pour ce que vous nous dites au niveau du rôle à jouer qui incombe au secteur privé. Dominique, je vous laisse la parole au nom de l'équipe de l'ONU. Merci beaucoup. Très heureux d'être ici et de pouvoir contribuer, donc d'avoir pu contribuer à l'organisation, à la préparation, mais aussi merci de m'avoir donné la possibilité de participer et de sentir directement la richesse, l'énergie et la réflexion dans cette salle. C'est vrai que
J'ai aussi l'impression d'être ici depuis 2 mois. S'il fallait justement encore nous convaincre de l'importance de nos travaux, je crois qu'il suffit, je dirais, de voir le rapport que l'OMS notamment, mais aussi le Programme alimentaire mondial ont publié la semaine dernière, ou il y a 2 mois, pardon, qui montre que ces rapports montrent très bien que ce que nous avons fait depuis pas mal de temps, c'est-à-dire la réduction du nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous sommes parvenus pendant de nombreuses années à lutter contre cette courbe, mais les choses sont en train de s'inverser. Et aujourd'hui, cela prouve que beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont dans des zones affectées par des conflits. Et 60% des personnes qui sont aujourd'hui dans des situations de pauvreté extrême sont dans des pays en guerre et une proportion importante de ces personnes sont des enfants. Donc je crois que nous ne pouvons pas continuer à faire ce que nous avons toujours fait. Il faut adapter notre approche et je crois que la discussion ici, ces 2 dernières journées, a montré l'importance de cela. Également, par exemple, au niveau de la sécurité alimentaire. Les débats ont été riches, je crois. Les conclusions le sont tout autant. Je crois que ce document que nous avons là est très intéressant. Il faut aussi que nous travaillions avec les gouvernements, et les gouvernements doivent être donc des partenaires de l'équation. Il faut soutenir également la volonté politique lorsqu'elle existe. Nous l'avons entendu avec Madame la ministre, et nous devons également essayer de créer cette volonté politique lorsqu'elle n'est pas là. Nous devons ensuite, c'est vrai, nous baser sur les systèmes lorsque ces systèmes fonctionnent et prouvent leur valeur, leur efficacité. Ce qui est le cas dans de nombreux contextes. Nous avons travaillé par exemple en Éthiopie, mais au Lesotho également, aux Philippines, avec des systèmes qui donnent des résultats. Il est aussi évident que nous devons continuer à innover pour faire face aux besoins d'une part importante de la population du monde qui attend de nous des solutions. Et pour ce faire, je crois que la discussion qui a eu lieu ici a été intéressante. Le fait de réunir des partenaires du développement et des partenaires de l'humanitaire est extrêmement positif. Je crois que les humanitaires ont la capacité à générer des solutions très concrètes et très pratiques. Et je crois qu'il faut utiliser ces solutions-là comme base d'autres solutions qui, elles, permettront d'aller vers un vrai développement et vers la création de ces systèmes de protection sociale dans certains pays. Et le ministre Kassim nous a dit hier que oui, il faut innover, mais il faut également ne pas oublier les traditions et les systèmes traditionnels qui jouent un rôle clé, central, dans beaucoup de pays du monde. Et comme elle l'a dit, ou comme d'autres l'ont dit d'ailleurs, eh bien, il faut aider ces systèmes à fonctionner lorsqu'ils sont un peu, entre guillemets, en situation de tension. Et puis, c'est vrai que les communautés d'accueil où l'on trouve des déplacés doivent être également soutenues, je crois. Parlons des déplacés, mais les communautés d'accueil doivent également avoir accès à certains services qui ne peuvent être compromis. Nous devons également penser aux pays d'accueil lorsqu'il y a un déplacement d'un pays à un autre, pour que ces pays d'accueil de populations réfugiées puissent mettre en place les systèmes qui permettront d'aider les populations locales et d'aider les populations déplacées qui accèdent à leur territoire. Et cela passe par le développement également, je crois, des compétences de toutes les populations.
pour pouvoir soutenir la capacité des gens à vivre et à gagner leur vie dans d'autres environnements. Pour conclure, je dirais que ce mix, entre guillemets, ce mélange d'humanitaire et de spécialistes du développement présents dans la salle pour donc ce travail riche et conjoint est extrêmement bienvenu. Je crois que tout ce qui peut nous permettre d'aller plus loin dans la comparaison et dans la collaboration entre nos manières de fonctionner et l'apprentissage croisé est extrêmement utile. Et c'est en ce sens qu'il faut continuer à travailler, je crois. Si nous sommes capables de faire cela, je crois que nous aurons alors confirmé que ce nœud, entre guillemets, cette union entre les humanitaires et les spécialistes du développement n'est pas une utopie. Ensuite, nous devons parler, c'est vrai, de protection sociale pour toute une série de raisons, mais la protection sociale est également utile parce qu'elle permet de sauver des vies. Oui, elle crée des opportunités, oui, elle aide, mais elle permet également de sauver des vies et elle permet également d'aller vers davantage de cohésion sociale. C'est vrai que tout n'est pas parfait et qu'il y a des questions d'équité et de justice qui se posent peut-être, et ce sont des questions importantes à ne pas négliger. Mais je crois que, effectivement, ce sont des choses qui sont importantes également pour les politiques et les gouvernements. Mais il faut penser également donc à tout ce que cette approche entre guillemets de protection sociale peut apporter. Et puis je terminerai en remerciant le comité technique et le groupe qui s'est occupé d'organiser tout cela. Merci pour vos efforts. J'espère que nous voulons que nous pourrons encore compter sur vous d'ailleurs et qu'ils continueront à organiser des événements comme celui-là. Et puis pour paraphraser ce que j'ai entendu, il faut être ambitieux à long terme, réaliste à court terme, entre guillemets, et continuer à innover. Merci beaucoup. Very well. Merci beaucoup, Dominique. Effectivement, je voudrais, oui, remercier l'équipe technique qui a consacré énormément d'efforts, beaucoup d'énergie, non seulement ici, mais ces derniers mois. Et j'aimerais donc les remercier. Merci beaucoup à eux. Je leur demanderai de se lever. Peut-être, merci. Je sais que c'est difficile parfois de se lever, mais l'équipe technique, s'il vous plaît, ceux qui ont pris note, ceux qui ont organisé tout ceci, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Et je vais à nouveau utiliser donc une analogie et reparler de cuisine, même si personne ne comprend mes blagues, j'ai l'impression, mais voilà, nous devons avoir faim, c'est vrai, être capable d'innover, comme on vient de le dire, et continuer donc à fonctionner ensemble. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cet événement et du temps dont nous disposions. J'aimerais, malgré tout, vous donner la possibilité de prendre la parole une dernière fois. Vous aurez l'occasion, évidemment, de lire à tête reposée le texte dans les jours à venir, mais il nous reste un peu de temps. Vous avez jusqu'au 10 octobre, je vous le rappelle, pour réagir par écrit au contenu du texte. Donc, vous avez donc le temps de faire cela tranquillement, mais s'il y a une toute dernière réaction absolument donc urgente, je vous invite à vous exprimer maintenant. Donc, la parole est à vous et je profite d'ailleurs de la possibilité qui m'est offerte pour dire que
le Mali va organiser une conférence nationale pour la protection sociale 24, 25, 26 octobre, Bamako. Et donc, le collègue malien souhaitait donc vous inviter à y participer et à peut-être voir comment on peut maintenant concrétiser tout cela. Merci beaucoup au Mali d'avoir cette gentillesse de nous inviter donc à participer à un événement comme celui-là. Qui veut prendre la parole? Je vois 2 mains se lever. Un collègue ici au premier rang et puis Jérémy au fond. Merci beaucoup, cher leader. Alors, je dis leader parce que nous travaillons pour la même institution et nous travaillons ensemble. Travail excellent. J'aimerais dire que ce qui manque dans le document, peut-être, c'est une mention du VIH qui n'apparaît pas dans le document du tout, qui affecte 5% de la population mondiale et qui affecte parfois des proportions énormes de la population, notamment dans certains pays plus fragiles que d'autres. Donc je crois qu'il faudrait malgré tout que quelque part dans le document nous mentionnions le VIH parce que je crois qu'il y a un lien évident entre le VIH et les systèmes de protection et la lutte contre des épidémies comme celle-là. Deuxième commentaire, la collègue d'Oxfam a dit des choses intéressantes, mais je n'ai pas vu beaucoup de bénéficiaires s'exprimer ici. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'on aurait pu davantage donner la parole à des bénéficiaires de ces systèmes de protection sociale. Et je crois que les bénéficiaires, par exemple, s'ils avaient pu s'exprimer davantage, nous auraient certainement dit qu'ils veulent davantage d'informations. Je crois qu'il y a un gros déficit d'informations, un gros déficit de dignité également, et qu'il faut, dans les systèmes que nous mettons en place, tenir compte de ces aspects-là. Et puis, je termine par un mot sur la coordination. Je crois que les collègues de la FAO doivent travailler avec et collaborer davantage avec les humanitaires, avec l'UNICEF, avec tous leurs collègues. Donc la coordination technique est importante. Merci beaucoup à vous. Je ne vais pas ici pouvoir imaginer que l'on réécrive le document, mais merci en tout cas d'avoir fait ces commentaires pour que nous puissions certainement en tenir compte. Je pense que effectivement, les bénéficiaires, les gens qui profitent finalement de tout cela sont au centre de ce que nous faisons. Et je crois que cela doit apparaître effectivement dans le document final. Jérémy, 2 commentaires. D'abord, je voudrais réaffirmer un principe important. Je crois qu'il y a un consensus pour dire ici que les pays soient en crise ou non, il faut de toute façon essayer de mettre en place des systèmes de protection sociale. Je crois que nous avons pour responsabilité de travailler, d'aider tous ces pays, qu'ils soient ou non en crise, lorsqu'ils veulent s'engager dans cette voie. Ensuite, se pose la question des travailleurs sociaux, des forces, entre guillemets, vives, nationales, qui peuvent apporter beaucoup au niveau social également. Oui, merci beaucoup. Effectivement, il faudra que dans le document final, nous soyons clairs quant au quoi et quant au qui. Merci d'avoir donc rappelé cela. La Somalie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci aux différents membres du panel qui se sont exprimés. Et je voudrais réfléchir à haute voix sur un point spécifique qui a été mentionné il y a quelques instants, à savoir une approche axée davantage sur le contexte.
Je pense qu'il est important que nos dispositifs de sécurité sociale ne soient pas conçus comme des dispositifs humanitaires, mais soient conçus comme étant une approche en matière de développement. Et sur base de mon expérience, il y a quelques années, nous avons eu la possibilité de nous entretenir avec les collectivités locales dans certaines zones semi-rurales de la Somalie et nous leur avons posé la question de savoir ce que la protection sociale signifie à leurs yeux et ce que la résilience signifie à leurs yeux. Et je fais ici allusion, bien entendu, à une approche axée sur le contexte. Et ils nous ont dit, pour nous, la résilience, cela signifie qu'il faut pouvoir protéger la dernière chèvre. C'est-à-dire que si leur dernière chèvre survit en cas de sécheresse ou en cas de catastrophe naturelle, eh bien pour eux, pour ces familles-là, pardon, pour elles, c'est véritablement un exemple de résilience. Donc je ne dis pas ici qu'il faut sauver toutes les chèvres de la création, mais il faut tenir compte de cette spécificité et de la spécificité qui est propre, bien entendu, à chaque contexte. Merci. Le renforcement de ce point est effectivement très, très important. Je vous remercie. Alors, il y a encore un ou une autre collègue qui souhaite s'exprimer. Beaucoup. Je vais parler en français et je vous remercie d'avoir annoncé la conférence nationale sur la protection sociale qui va se dérouler au Mali les 24, 25 et 26 octobre. Nous serons à notre 3e édition et c'est dans le cadre du mois de solidarité de la lutte contre l'exclusion qui se passe chaque année pendant tout un mois, le mois d'octobre. Donc le thème, il est le suivant, c'est socle de protection sociale et il y a des sous-thèmes qui vont être développés, la couverture sanitaire des bénéficiaires. On va parler aussi de la protection sociale du monde agricole et du secteur informel, également du registre social unifié qui prendra en compte tous les bénéficiaires de protection sociale et aussi de la protection sociale adaptative, c'est-à-dire en termes de climat. Et enfin, on va parler du financement. Donc, les thèmes, si ça vous intéresse, vous êtes tous cordialement invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la représentante du Mali. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaiteraient prendre la parole ou s'exprimer? Alors, si ce n'est pas le cas, je voudrais conclure en disant que nous avons eu 2 journées extrêmement riches au cours desquelles nous avons eu une convergence d'expériences à travers une large palette de pays. Je pense que nous avons pu constater qu'il y avait une convergence de points de vue. Nous avons besoin d'avoir une approche axée sur les systèmes. Nous avons besoin d'exploiter les dispositifs qui existent d'ores et déjà. Nous avons besoin de créer un sentiment d'appartenance par rapport aux personnes qui vont bénéficier, utiliser ces systèmes. Nous avons souligné l'importance de ne pas perdre de vue l'utilisation de différents points d'entrée, d'utiliser les systèmes naissants et de créer des liens entre ces systèmes, de passer d'une programmation humanitaire à une programmation qui soit davantage axée sur le développement. Il nous faut également avoir une approche beaucoup plus sur le long terme et une approche beaucoup plus détaillée. Je voudrais remercier tous les collègues, tous les partenaires, tous les représentants de la société civile. Je voudrais insister une fois encore sur l'importance de l'alignement, de la coopération, de la concertation et je voudrais également insister sur le rôle que chacun des acteurs joue à l'échelon national et je crois que cela a été largement renforcé dans ce cadre, que ce soit les acteurs de la programmation ou que ce soit les acteurs impliqués dans les différentes mesures ou actions à prendre. Alors, il est entendu que dans ce document, nous allons avoir toute une série de recommandations et ce document va être un document phare pour chacune et chacun d'entre nous. Et je voudrais bien entendu inviter l'équipe technique à prendre note des demandes et des requêtes ou recommandations tout à fait spécifiques qui ont été formulées par rapport aux actions de suivi qui vont devoir être mises en route. Et je voudrais que l'on tienne compte également des remarques qui ont été formulées par les collègues lors de la session de cet après-midi et que l'on tienne compte des étapes futures qui ont été proposées par les différents collègues qui se sont succédés cet après-midi. Alors je pense que d'une certaine manière, nous venons d'entamer ce périple, ce voyage. Cela va nous permettre de renforcer ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent, mais nous allons devoir mettre davantage l'accent sur les actions collectives et des actions collectives qui vont nous permettre de déboucher sur des résultats communs. Et c'est pour cette raison que je voudrais à présent céder la parole